retour sur ce plateau de Vox Hebdo pour aborder notre deuxième partie. Je vous invite à suivre cet élément et nous allons nous retrouver pour discuter. Ce concert de casseroles fait par le collectif des finalistes de l'ENMA en attente d'intégration à la fonction publique est l'expression du ras-le-bol de cette plateforme constituée des promotions de 2012 à 2024 qui n'a pas été prise en compte dans le quota 2025 qu'il juge insuffisant. Ce collectif a par conséquent sollicité des autorités compétentes l'ajout du quota en vue de leur prise en charge. Considérant que l'effectif total des finalistes de l'ENMA en attente d'intégration est de plus de 4000, attendu que 92 places sur plus de 4000 ne constituent même pas 3%. Cela est une goutte d'eau dans la mer. Par conséquent, demandons au ministère de la fonction publique de revoir le quota trop insuffisant de l'ENMA à la hausse pour éviter la poursuite des remords en cette période prélude aux élections capitales dans notre pays. Et surtout, pour être conforme à la volonté du chef de l'État de faire de la jeunesse une priorité en 2024-2025. Souhaitons pour des besoins de transparence que le ministre confère désormais directement avec les collectifs plutôt qu'avec le directeur général de l'ENMA. Ces finalistes ont aussi boudé les nouveaux critères de recrutement dans celui privilégiant les plus âgés. Ils disent qu'il y a des critères. Ils vont prendre par rapport à l'ancienneté et à l'âge. Finalement, nous n'allons pas travailler dans ce pays. Pourquoi nous sommes allés à l'école? Nous nous sommes levés pour réclamer ces droits-là qui nous reviennent. Parce que l'État nous a envoyés à l'école. L'État a dit 2 ans de formation et l'intégration est automatique. Une fois nous arrivons, nous finissons la formation, nous constatons c'est comme si nous sommes tombés dans un piège de l'État. Au chômage depuis 13 ans, ces jeunes devenus pour certains parents exigent du gouvernement une attention particulière en vue de leur intégration socio-professionnelle. Grogne ici, grogne là, et surtout que au fur et à mesure que nous approchons de l'élection présidentielle et de la rentrée scolaire, les populations ou les couches lésées profitent de faire maintenant passer les revendications. Clavis, qu'est-ce qui... Peut-on comprendre l'engouement des jeunes à vouloir à tout prix entrer dans la fonction publique? Très bonne question, ça. Ce qui pousse les gens à vouloir être de la fonction publique, c'est que là-bas, le salaire est automatique et régulier. Ailleurs, le salaire n'est pas régulier comme à la fonction publique. C'est tout ça en fait qui attire les Congolais vers la fonction publique. Autre chose, c'est que la fonction publique, c'est une sorte de liberté. Quand tu es employé là-bas, c'est-à-dire que c'est la liberté totale puisqu'on n'a pas le contrôle sur toi. Tu peux aller exercer ailleurs dans une entreprise privée. Tu vas avoir 2 salaires. C'est ça qui attire les gens majoritairement. Maintenant, ce qu'on voit ici, les grandes, là, on a vu les finalistes de l'ENMA. Il y a aussi les enseignants, ce qu'on appelle les communautaires et les finalistes, qui menacent même d'aller en grève, avant la rentrée scolaire du mercredi prochain. Donc, nous sommes dans un état où on ne comprend pas. Le Congo, c'est parmi les rares pays au monde où quelqu'un peut passer 13 ans de stage. 13 ans de stage à la communication. On voit ça dans l'enseignement, partout. Le réel problème, c'est quoi? C'est que quand les quotas arrivent, on ne recrute pas ceux qu'on devrait recruter en réalité. Je prends l'exemple de l'enseignement. Vous savez que chaque année, l'enseignement, il y a des quotas pour l'enseignement. Généralement, c'est 1000. En 2025, c'est 1000. On doit recruter 1000 enseignants. Mais quand on va dans les écoles, qui en recrute? On ne recrute pas les pédagogues, les gens, on prend des parents qu'on met là-bas, et puis tout ce monde-là, ils vont au secrétariat. J'ai mené une étude, comment vous pouvez comprendre? Dans certaines écoles publiques de la place, un directeur qui a assisté de 13 secrétaires. 13 secrétaires. Ces gens-là, ce ne sont pas des enseignants, mais comme leur arrêté sont sortis au ministère de l'enseignement, eh ben, ils vont de l'administration, et quand ils vont au travail, ils ne foutent rien parce qu'il n'y a pas de travail pour eux. Donc, de recruter les vrais enseignants. Oui, donc ceux qui font des revendications sont en droit de le faire parce que... Bien sûr, mais puisque ce sont les écoles à concours, les écoles professionnelles, vous êtes formés pour travailler à la fonction publique et l'État, l'entrée à la fonction publique va être automatique. Après la formation, vous allez en stage et puis vous allez travailler. Mais ils passent des années comme ça à faire le stage pendant des dizaines d'années, voire 15 ans, avec le statut de stagiaire. Il y a aussi, plus grave encore, les médecins qui sont formés à Cuba. Le projet, c'était quoi? On a construit les 12 hôpitaux généraux pour eux.
quand ils vont revenir, on va les intégrer là-bas. Est-ce qu'ils sont intégrés? Pas encore. Donc, le problème, il est généralisé. C'est partout. Et ce n'est pas bien. Il faut qu'on respecte les quotas. Quand on dit qu'on va recruter 1000 enseignants, recruter les pédagogues, recruter les finalistes ou encore les communautaires qui sont connus. Ne prenez pas des parents. Aujourd'hui, on a du mal. On connaît même plus le schéma, le parcours pour être recruté à la fonction publique. Il faut passer par où? Comment? Okay. On ne connaît plus. Le parcours administratif normal pour être intégré à la fonction publique, on ne connaît plus. Puisque ça passe dans les maisons, ça peut aller personnellement de la maison du ministre, déposer son dossier. Ce qui n'est pas normal. D'accord. Albert, l'engouement à la fonction publique, est-ce comme dit Clavis, c'est pour recevoir un salaire, enfin pour être rassuré d'avoir son salaire d'une manière permanente? Bon, déjà, il faut comprendre que nous sommes dans une situation de stress dans l'emploi. C'est-à-dire que tout jeune aujourd'hui qui se verrait offrir la possibilité d'un emploi salarié, eh ben, s'en saisit tout de suite et puis il verra le reste après. La fonction publique, c'est la garantie de l'emploi, c'est aussi la régularité du salaire, c'est aussi un plan de carrière établi et donc qui permet de faire une pause dans la recherche du boulot. Pendant qu'on est recruté, disons, dans la fonction publique, on peut à ce moment-là penser à autre chose qui ferait partie de ce qu'on a toujours souhaité faire. Donc, ici, nous avons des jeunes en désespoir. Nous envoyons, qui passent des stages chez nous, qui, à la fin d'un stage, vous demandent est-ce que je peux en refaire un deuxième, un troisième, etc. Alors que, théoriquement, la réalité aurait été de se convaincre que le stage qu'ils passent et qui n'aboutit pas à l'emploi, bien c'est du temps perdu pour eux. Mais là, la logique veut qu'ils préfèrent perdre ce temps de cette manière-là que finalement d'attendre un recrutement qui ne viendra pas ni de sitôt ou qui ne viendra peut-être même jamais. Donc, voilà. Ok. Mon désir, la fonction publique, c'est on pourrait dire un gain facile ou garantie, confort, mais peu de travail. Non, mais c'est même pas, je suis peut-être pas totalement d'accord avec mon collègue Clavis que tous ceux qui aujourd'hui sont en train de manifester, qui sont à la base de cette grogne-là, veulent aller à la fonction publique simplement pour avoir ce salaire garanti ou bien cette liberté parce qu'il n'y a pas de contrôle. Je vous dirais, je rejoindrai peut-être Monsieur Albert, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, s'il y a une proposition d'emploi avec un salaire alléchant, là où en tout cas vous êtes aisé, je pense pas que nombreux voudront aller à la fonction publique, là où on propose quand même un salaire aisé. Je pense que ceux qui sont en train de faire la grogne sont en droit de le faire. Premièrement, il a dit, là où je le rejoins, c'est que il y en a des compatriotes qui ont été admis à des concours dans des écoles purement professionnelles. Et le contrat avec l'État était clair dès le départ. L'État leur dit, en tout cas, après l'admission à votre concours, on vous forme et quand vous finissez, c'est le stage. Après le stage, vous êtes embauché à la fonction publique. Ça souffrait d'aucune contestation. Malheureusement, ça s'est avéré être un leurre. On peut le dire, sans vouloir ripolliner la vérité, que l'État n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis des finalistes des écoles à concours, que ce soit l'ENMA, l'ENI, l'ENAM, pour ne citer que ces écoles-là. Donc, l'État a failli. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont été formés uniquement pour travailler à la fonction publique, qui se retrouvent après 13 ans au chômage, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont obligés de devenir chauffeurs de taxi pour vouloir joindre les deux agrès parce qu'on a l'âge, la famille à gérer. Donc là, l'État a failli. Je prends l'exemple, Monsieur Chrysostome, des enseignants qui sont aujourd'hui communautaires, des vacataires.
l'État les engage pour dire, allez sur le terrain, parce que j'ai un déficit d'enseignants. Vous allez travailler le bénévolat, quelque temps après, nous, on va vous recruter. Mais quand on vous recrute, on vous donne d'abord un rappel de solde, et après quoi, on vous met dans des conditions. Aujourd'hui, on leur dit, le rappel de solde sera coupé lorsque vous serez recruté, donc on va pas payer les années où vous avez travaillé dans le bénévolat. Là, c'est un problème dans le cas des revendications. Et lorsqu'il y a recrutement, même d'ailleurs quand le ministère ou bien le gouvernement, l'État donne des quotas, Clarisse l'a dit, quel est le chemin aujourd'hui connu de tous pour le recrutement à la fonction publique? Ceux qu'on recrute ne sont même pas ceux qui ont été sur le terrain. Aujourd'hui, les dossiers circulent de maison en maison. Il faut être apparenté, affilié à tel chef, tel directeur, tel ministre. Maintenant, ceux qui n'ont pas des affiliations avec ces hautes autorités, ils ne savent pas quel sens se vouer. Est-ce que c'est comme ça qu'on devait parler de la République? C'est quand même écœurant. C'est quand même vraiment, nous sommes très étiquetés lorsque nous n'arrivons pas à définir un chemin de recrutement à la fonction publique. Aller dans la communication. Il a parlé des médecins qui ont été formés à l'étranger. Le contrat était, les hôpitaux généraux, ils vont être injectés là-bas pour apporter la main-d'œuvre qualifiante. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est le parent d'un tel. On met les hommes qu'il ne faut pas à des places sensibles. Parce que c'est le neveu d'un tel. Parce que si la méritocratie était la règle d'or érigée dans certains secteurs de notre pays, je vous assure que nombreux ne seraient pas là où ils sont. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est la parentocratie, c'est le fait qu'on est du même coin et on recrute les gens qui ne sont pas des ayants droit. Voilà pourquoi la sempiternelle question des grognes ne finira pas si le gouvernement ne prend pas à bras le corps la situation. C'est un problème. Il faut prendre le taureau par les cornes. On a promis, l'homme politique le disait, je ne veux pas citer les noms pour ne pas s'attirer les foudres. Non, on va créer 10 000 emplois, que ce soit le secteur privé, le secteur public. Aujourd'hui, asseyons-nous, faisons le bilan. Combien de jeunes ont été recrutés? Depuis 2024, en 2025, il n'y a pas eu d'arrêté d'intégration. À moins que je me trompe. Est-ce parce que il n'y a pas assez de places à la fonction publique ou c'est parce que les places disponibles sont occupées par ceux qui n'ont pas la qualification? Mais déjà, quand pour 6 000 finalistes de l'ENAM, je ne prends que ce petit exemple, le quota, on dit 492 personnes sur 6 000 finalistes. Ne voyez-vous pas que c'est une goutte d'eau dans l'océan? Ça représente quoi? Rien du tout. Et même dans les 492 du quota, ceux qui réellement sortent de l'ENMA, qui seront recrutés, on peut se retrouver avec 60. Les 300 et quelques, c'est des gens qui ont été parachutés, qui sortent du néant. On ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais comme ils sont soit affiliés de la même obédience politique, la même obédience religieuse, la même obédience familiale avec les décideurs, ils se retrouvent là. Donc, il y a quand même, je peux dire, sans vouloir peut-être jeter le pavé de la mare, mais il y a quand même un désordre bien organisé. Et il faut quand même une certaine forme de régulation, de manière à ce qu'on permette à ce que le chemin de recrutement soit connu de tous. On en a des stagiaires dans des médias, dans des services publics, 13 ans stagiaires. On a vu ça dans quel pays? Même l'Organisation internationale du travail, il n'y a pas une clause où quelqu'un doit faire 13 ans de stage. On en a plein. Ok. Voilà. Albert, on revient un peu sur ce que moi désire dire. Oui, le problème, est-ce qu'il n'y a pas assez de places disponibles ou c'est parce que les places disponibles sont occupées par ceux qui n'ont pas qualité de l'occuper? Ça revient quand même, finalement. L'un dans l'autre, ça revient quand même parce que ceux qui occupent des places qu'ils ne devraient pas occuper, ça, dans la réalité des faits, c'est un vide. Arithmétiquement parlant, ça n'est pas occupé par quelqu'un, puisqu'il n'a pas la compétence et les qualifications qu'il faut pour ça. Et ceux qui doivent occuper cela, c'est qu'ils doivent avoir été préparés à cela. Mais si aujourd'hui nous avons plein de cas d'infirmières, par exemple, qui occupent un poste dans un hôpital quelconque et qui n'ont appris à faire la piqûre que le jour où ils ont eu accès à la salle des soins. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient là, ils ont attendu un soir le cousin qui a appelé en disant « Ton nom est sorti, viens demain ». Alors, donc, ce genre de choses-là, vous ne pouvez pas dire que ce poste-là est occupé.
C'est un poste zéro dans la réalité des faits. Mais c'est comme ça que nous pouvons, que nous voyons, que nous fonctionnons dans notre pays. Et donc, malheureusement, voilà. Oui, Clarisse. Moi, je voudrais ajouter un problème. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Vous savez, c'est peut-être un supplément. Hein. Vous savez pourquoi les gens vont à la fonction publique? Parce que le secteur privé est défaillant. Défaillant. Là-bas, le salaire n'est pas garanti et c'est pas une garantie de vie. Non, défaillant ou inexistant? Défaillant. Bon, je vais dire défaillant parce qu'il y a au moins des entreprises privées qui existent ici, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées ici. Beaucoup d'entreprises privées. Et puis, ces entreprises-là ne payent pas régulièrement leurs agents. Ils ne versent pas l'argent de garantie peut-être dans les caisses de sécurité pour garantir l'avenir de leurs travailleurs. Raison pour laquelle on pense que pour la garantie de sa vie, on doit être fonctionnaire puisque là-bas, on cotise et à la fin de son travail, quand on est admis à la retraite, on a le droit à une pension. Outre ça, ben, c'est le problème que je vais dire ici, le salaire est régulier. Ces gens-là qui réclament, ils réclament pas le travail. Non. Le travail, ils en ont déjà. Mais c'est le salaire qu'ils réclament. Parce que quand on voit la plupart des institutions publiques dans ce pays sont tenues par des stagiaires. Quand vous allez dans plusieurs écoles publiques, sont tenues par les stagiaires. Même le chef national. La plupart des gens qui exercent là-bas, c'est des stagiaires. Les caméramans, tout ce monde-là, même les journalistes qui font des grandes éditions de journal, ce sont des stagiaires. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le travail qui manque. Le travail est là, et c'est le salaire qui manque. Les gens là sont en train de réclamer l'argent et la garantie de vie. Oui, mais ils sont en train de réclamer aussi l'intégration. Pourrait-on comprendre un peu la situation de ces finalistes, de ces enseignants? Nous rappelons que le Premier ministre a dit récemment que les Congolais attendent tout de l'État. Ces finalistes ne pouvaient-ils pas contribuer à créer des emplois pour contourner un peu la situation? C'est une bonne question, ça. Les Congolais attendent tout de l'État, c'est normal. C'est par rapport aussi à notre système éducatif. Le contrat avec eux, c'est quoi? On vous forme, on vous envoie en stage et puis on vous intègre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la logique. C'est normal. On a été formé comme ça. Et si on veut revoir ce problème-là, on verra tout le problème du système éducatif congolais qui est mauvais parce qu'on forme le Congolais à être employé. On ne forme pas le Congolais à être entrepreneur. C'est actuellement qu'on commence à faire un peu d'efforts pour encourager les gens à entreprendre. On a créé le FIGA. Encore que ce FIGA-là, est-ce que le FIGA a déjà financé des projets crédibles? C'est devenu comme un instrument politique pour certaines personnes. Donc, je crois que le Premier ministre, quand il dit ça, mais il a tort de le dire. C'est le système qui est mauvais dès le départ. On nous a mal formés. On nous a formés à être travailleurs de quelqu'un. On nous a pas formés pour être son propre patron. Au Nigeria, c'est pas la même réalité. Vous avez déjà vu au Nigeria, quelque part, les gens gréver parce qu'ils veulent intégrer la fonction publique. Ça ne se passe pas comme ça, parce qu'ils ont été formés différemment de nous. Ok, Albert. Le Congolais attend tout de l'État. Est-ce que c'est dépassé ou le Premier ministre aurait tort de dire cela? C'est une affirmation qui repose sur un peu de vérité quand même. C'est que dans tous les cas, nous avons tous été jeunes et nous savions que lorsque vous quittez le collège, vous entrez au lycée, après le lycée, c'est l'université et puis après, salaire automatique, etc. Nous n'avons jamais grandi dans un système qui nous forme à l'entrepreneuriat privé. D'ailleurs, vous savez, il y a une chose, lorsque personnellement j'ai atteint l'âge d'entrée en STC, donc le département de sciences et techniques de communication, oui, c'est ça, de l'université Madien-Wabi, nous avions été 19 en première année. Nous étions la première génération. Nous étions 19. Et lorsque les administrateurs sont passés nous expliquer quel était on nous a dit, voilà, ceux qui sortiront d'ici sortiront avec un diplôme de journalisme. De 19, le chiffre a reflué, nous sommes restés 7. Pourquoi? Parce que les autres se disaient, quoi? Moi, je vais rester ici, intégrer la fonction publique, mais je peux pas. C'était donc une autre mentalité, vous voyez. Je dis, je peux pas intégrer la fonction publique parce que c'est pas valorisant, parce que. Mais aujourd'hui, allez vous représenter. Aujourd'hui, c'est le contraire. 1500 en première année, voire 2000.
Donc, il y a des salles de classe où nous avons même de la difficulté à caser notre propre cartable. Et donc, c'est une évolution aussi des mentalités. Alors, est-ce que l'État a préparé les choses? Visiblement, non. L'État n'a pas préparé les choses pour se désengager, en tout cas de cette obligation-là d'avoir à fournir du travail à tout le monde, parce que ici, nous en parlons comme ça, mais il ne s'agit pas seulement ni du travail ni du salaire. Il s'agit aussi de voir à quoi est-ce que ce qu'on vous donne, à quoi est-ce que cela va servir réellement. Oui, non, donc voilà. Ok. Non, mais avec tout le respect que je dois au Premier ministre, c'est son point de vue, hein. Il est subjectif, on ne peut pas en débattre. Mais moi, je partage pas son point de vue. Mais mes deux prédécesseurs l'ont dit. Notre système, c'est pour comprendre l'évolution. Non, mais le problème, c'est que quand on gouverne, moi, à mon humble avis, je pense que quand on gouverne, on s'adapte aux mutations, aux changements. On n'est pas surpris par l'évolution ou par n'importe quelle mutation. Notre système éducatif que nous avons hérité du colon a fait, comme le doyen Albert l'a dit, de nous des gens avec la mentalité selon laquelle on va à l'école, on étudie. À la fin, l'État nous engage. Et nos parents, c'est ce qu'ils ont vécu, ils ont été engagés. Et ils l'ont transmis aux enfants. Nous grandissons avec cette mentalité-là. Aujourd'hui, quand vous allez dans des systèmes anglophones, où là-bas l'initiative privée est encouragé dès le bas âge, dès l'école primaire. En tout cas, là-bas, on a plus d'entrepreneurs. On est dans un monde où c'est la loi du marché. C'est la théorie de la main invisible d'Adam Smith qui fait l'affaire. Mais nous sommes dans le modèle économique un peu keynésien où l'État est interventionniste, où nous avons affaire à l'État provident. L'État doit intervenir sur tous les fronts. Voilà pourquoi c'est normal que les Congolais soient là à attendre effectivement que l'État garantisse. Mais parlons de ceux qui ont été formés. Je réitère les propos comme Clavis l'a dit. Ils ont été formés à devenir enseignants. Les finaliers de l'ennemi. Vous voulez qu'ils créent quoi? Les écoles? Ça dit, qu'est-ce que vous voulez qu'ils créent? Quand on dit, ils attendent tout de l'État. Ils ont fait 5 ans, 10 ans sur le terrain, dans des coins reculés, dans la partie septentrionale du pays, ou quand même dans la partie méridionale. Ah bon, ils ont fini. 10 ans après, vous ne les recrutez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils créent des écoles. Ceux qui ont été formés à l'ENAM, profession par exemple, juriste, machin, vous voulez qu'ils créent quoi? Mais aujourd'hui, on est en train de pousser à l'initiative privée, c'est déjà très bien, mais il faudrait que l'État aussi là garantisse les conditions pour permettre aux jeunes gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il a parlé du FIGA, qui devient pour certains un instrument politique. Mais est-ce que ça garantit les moyens à tous ces jeunes-là qui sont porteurs de projets? Parce qu'on peut être porteur de projets, mais où sont les financements? Et même quand on est financé, est-ce que nous sommes dans des conditions optimales pour faire en sorte qu'il y a un retour sur investissement? C'est à quel taux? Donc tout ça, allez-y comprendre. Les jeunes ont de la volonté pour ça aujourd'hui, qui ont compris qu'attendre toute la fonction publique, c'est quelquefois se mettre un pistolet sur la tête. Donc, il faut se lancer dans l'initiative privée. Mais là encore, l'État a un rôle à jouer, garantir les conditions pour que ça se développe. Oui, Clavis, tu vas ajouter quelque chose? Non, Parce que il faut que finalement l'État puisse revoir son système éducatif. Et l'État-providence a été tué trop tôt. Non, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font. Les efforts se font au niveau du gouvernement. On est en train de plus en plus encourager les gens à entreprendre, mais le Premier ministre n'a pas à dire ça. Mais c'est pas une façon de fuir ses responsabilités. Oui, c'est le moment de lâcher comme la population. Comme j'ai dit, l'État-providence, on l'a tué. Voilà, donc il y a des drones partout, mais quand il dit ça peut provoquer une crise. C'est ça. Voilà, donc bon, il a parlé, c'est vrai, mais moi je peux dire que le moment n'est pas propice. Et puis, par rapport au contexte du pays, par rapport au système éducatif, il ne peut pas prononcer ce genre de paroles parce que, comme on vient de dire ici, que c'est le système qui est comme ça. Lui-même, il en a bénéficié. Lui-même, il en a bénéficié. Donc, c'est pas aujourd'hui que, voilà, il va jeter la balle du corps des autres parce qu'il nous a fait. Non. C'est le même système qui continue depuis des années. Ça n'a pas changé, ça continue. Le francophone est formé à travailler pour quelqu'un. Alors que l'anglophone est formé à devenir chef d'entreprise. Et ici, on dit que l'État crée des conditions. C'est vrai, on est en train de créer des conditions. On voit que le FIGA est là. On voit que l'ACPCE crée des conditions pour alléger les processus de création d'entreprise. Mais le gros problème chez nous ici, c'est l'environnement économique. L'environnement n'est pas propice. Et le Congo, c'est un petit marché aussi. Vous voyez?
Donc tout ça là, il faut regarder avant de faire des jugements sur les populations. Il faut regarder tout ça. D'accord, merci beaucoup. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que l'État doit accompagner les populations à devenir des entrepreneurs et non des travailleurs. Finalement, quand on forme de ceux qui doivent travailler, la balle revient au camp de l'État qui doit les engager parce Bien que sûr. c'est comme ça qu'ils ont été formés. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.